sur le front. Où en sommes-nous maintenant? Les Russes continuent de grignoter du terrain. Dans le nord et dans l'est, 2 villages ont été pris. L'un près de Kharkiv, l'autre près d'Otchéretinié. Les Ukrainiens n'arrivent pas à enrayer cette percée russe à l'est, Didier François. Alors le plus embêtant, oui, pour les Ukrainiens, c'est Otchéretinié. Maintenant, ça fait quand même 3 semaines que les Russes avancent. C'est Soloviev qu'ils ont pris en plus, là, ici, qu'on voit. Oui, mais en fait, après... Tout ça, c'est vraiment sous le contrôle de Michel, mais c'est du micro, c'est vrai, c'est du micro tactique. Le vrai problème, c'est que là, ils se sont ouverts des opportunités, et particulièrement la capacité potentielle de faire tomber une grosse olive, qui est l'olive de Torske, là, qui est entre Bakhmout et Avdiivka, en fait, et qui était la zone la mieux défendue et la plus fortifiée de l'ensemble du front à la hauteur du Donbass. C'est embêtant parce que ils ont potentiellement, là, si ça se développe, d'abord ils ont des options, plus d'options que pour aller attaquer au nord, un peu plus à l'est. Enfin, ils ont ce qu'on appelle ils sont à la poignée de l'éventail. Donc ils peuvent aller sur 5 axes. Alors on voit pour l'instant ils font effort sur cette olive-là, et que tout ce qui a été fait à ce stade par les Ukrainiens pour essayer de colmater la brèche. Alors, ils ont réussi au nord à empêcher que ça passe à Chassiviar, mais au sud, ils n'arrivent pas à l'arrêter pour l'instant. Et ça, c'est embêtant. Voilà, c'est embêtant parce que ça donne des options tactiques aux Russes. Je ne dis pas stratégiques, mais ça donne des options tactiques sur le Donbass. Et donc, ça leur ouvre des possibilités d'avancer sur des zones qui sont moins faciles à défendre. Parce que là, aujourd'hui, l'option ukrainienne qui serait de lâcher ce terrain pour gagner du temps et perdre moins d'hommes en allant se repositionner sur des lignes de défense plus à l'arrière, est une option défavorable du point de vue parce que c'est des endroits qui sont moins faciles à défendre que ce qu'ils ont maintenant. Et donc ça serait embêtant. Et ça donnerait aux Russes un vrai avantage opérationnel dans le Donbass. Voilà, tactique opérationnelle. Entre les deux, c'est un peu... La situation ressemble beaucoup à celle de mai 2022, où les Russes étaient parvenus à percer à Popasna. Donc Popasna, c'est près de Bakhmout, et ça avait changé toute la suite des événements. Il y a eu un effet de cascade, et à partir de cette percée, ils avaient réussi à menacer Severodonetsk et Lysychansk, de menacer d'encerclement, et au bout du compte, les Ukrainiens avaient été obligés d'évacuer finalement ces villes, et ça a été 2 grande victoire pour la Russie, les prises de ces 2 villes, et au début du mois de juillet, avec des pertes aussi d'ailleurs ukrainiennes assez conséquentes. Et à cette époque, d'ailleurs, on était assez inquiets quand même sur la situation ukrainienne, un peu comme en ce moment. Bon, il se trouve qu'à partir du 1er juillet, les choses s'étaient arrêtées du côté russe, et l'initiative était repassée du côté ukrainien. Donc là, oui, on est dans une situation un peu de ce genre. C'est toujours du grignotage de la part des Russes, mais du grignotage plus rapide. Ils avancent 2 fois plus vite. Alors c'est tout petit, encore une fois, au lieu d'avancer de 2 km² par jour depuis janvier, maintenant ils sont à 4 km². Donc ça s'accélère un petit peu, et puis effectivement ils ont un peu plus de possibilités parce que c'est dans une zone moins défendue, et ils menacent simultanément Pokrovsk au sud. 40 km s'ils prennent Pokrovsk, c'est une catastrophe pour les Ukrainiens. Ils menacent toujours, malgré de par Chassiviar, ils menacent toujours quand même Kramatorsk. Ce sera plus difficile, mais il y a une menace, et il y a effectivement entre les deux la possibilité de fermer tout le front ukrainien et d'encercler tout le front ukrainien. Et cette menace, qui est peut-être la menace principale en réalité, obligerait peut-être là aussi les Ukrainiens à se replier complètement. Et là, pour le coup, toute la ligne, en réalité, toute la ligne fortifiée, la grande ligne fortifiée qu'ils avaient le long du Donbass, s'écroulerait en réalité. On passerait sur une autre forme de combat, ou plus ouvert, où ils sont moins solidement installés. Et c'est d'autant plus inquiétant, Michel Goya, qu'il y a une autre menace qui se profile. Selon un blogueur militaire ukrainien qui est en général assez bien informé et qui est cité par l'ISW, dont on vous parle souvent, il y aurait près de 50 000 soldats russes disséminés ici dans ces 3 régions. Vous voyez, la plupart du côté de Belgorod, un peu plus de 30 000, 10 000 également dans l'oblast de Koursk et 8 000 dans l'oblast de Bryansk. Est-ce que, de votre point de vue, on reste sur un domaine très très militaire, mais ça augure d'une offensive de grande ampleur ou pas ? Pour l'instant, je ne pense pas. Je suis assez dubitatif. Qui est 40 000, 50 000 soldats sur 3 provinces.
frontalière, c'est quand même pas, c'est pas étonnant. Hein. Belgorod, c'est une base logistique importante. Il y a des troupes de défense aérienne un peu partout. Donc le chiffre en soi, il ne donne pas grand-chose. Le vrai élément qu'il faudrait voir, c'est quelles sont les unités de combat. Qu'est-ce qu'il y a comme brigade mécanisée? Qu'est-ce qu'il y a comme état-major? Pour monter une opération offensive, il faut un état-major d'armée. Au moins, les Russes en ont 12 actuellement, des états-majors d'armée. Ils sont tous en Ukraine actuellement. Il n'y en a pas dans cette région. Lorsqu'on verra effectivement arriver un état-major se pointer et des brigades, là, il faudra effectivement s'inquiéter. Sachant que pour monter une offensive dans cette région, il faudra beaucoup de moyens. Et ces moyens, il faut les prendre aussi quelque part. Donc pour les Russes, c'est un dilemme. Est-ce qu'on enlève des forces alors qu'on est en train de progresser, que ça se passe plutôt bien en Ukraine? Est-ce qu'on retire des forces pour attaquer sur un autre front de manière plus aléatoire? Une bataille sur Kharkiv, ce serait quand même très compliqué, c'est pas sûr. Ou alors s'agit-il simplement d'une manœuvre de diversion? Donc on fait courir le bruit, c'était déjà le cas, hein, pas dans cette région, mais en Biélorussie l'an dernier. Voilà, on fait courir le bruit, qu'on prépare quelque chose quelque part. Bon, ça oblige les Ukrainiens à au moins regarder dans cette région, à peut-être distraire un certain nombre de forces. Et les forces, justement, sont plutôt rares du côté ukrainien, elles manquent. Donc, pour l'instant, je penche plutôt pour une manœuvre de diversion. Alors, face à ça, que peuvent faire les Ukrainiens? Bien, du côté de Washington, selon en tout cas Jake Sullivan, pas grand-chose pour le moment. Ils ne pourraient même pas contre-attaquer sérieusement les Ukrainiens avant l'année prochaine. On va l'écouter, Jake Sullivan. Je m'attends à continuer de voir des succès russes dans un avenir proche, parce qu'on ne peut pas actionner un interrupteur instantanément. De deux, l'Ukraine, d'autant plus avec le soutien actuel, est en capacité de tenir la ligne d'un point de vue stratégique, afin de s'assurer que l'Ukraine puisse résister à une offensive russe cette année. Et on s'attend, en 2025, à ce que les forces ukrainiennes aillent de l'avant, afin de reprendre le territoire que les Russes leur ont pris. Vision réaliste, pessimiste, on est dans des séquences aussi de communication qui sont particulièrement pesées en ce moment, on le sait. Comment vous le décryptez? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il se projette en 2025. Or, 2025, il y aura peut-être aussi un nouveau président aux États-Unis et ça changera complètement la donne. Pour le moment, c'est difficile de dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les Américains disent « Ah ben, vous ne pouvez rien faire ». À un moment, il a été dit aux Ukrainiens « Il faudra choisir les villes que vous serez en mesure de défendre ». Ce ne sont pas des messages qui sont très encourageants pour les Ukrainiens, mais qui en même temps correspondent à la réalité. Ils ne peuvent pas faire de contre-offensive aujourd'hui, c'est assez clair, d'autant plus que finalement, les premières armes américaines sont arrivées, ils les ont utilisées de manière spectaculaire, et depuis plus rien. Alors ça n'empêche pas l'ISW d'être très critique, hein, justement, sur cette déclaration de Jake Sullivan. Didier François, en gros, l'ISW dit on comprend bien ces impératifs matériels, mais attendre 2025, ça permettrait aux Russes de s'installer suffisamment pour ensuite contrôler les attaques ukrainiennes. Voilà ce qu'on dit du côté de l'Institut d'études de la guerre. Oui, donc c'est pas faux, mais sauf qu'il y a un petit problème, c'est que à vouloir en permanence pousser les Ukrainiens à faire des offensives sans leur donner les moyens de les faire, on se retrouve dans la situation qu'on a eue l'été dernier, où grosso modo on leur a donné à peine un quart des moyens dont ils avaient besoin pour essayer de percer. On les a envoyés sur une ligne de front qui essayait de passer à travers des... Et ils ont été quand même poussés assez fort par leurs partenaires américains pour faire cette contre-offensive, sans avoir d'aviation, sans avoir les moyens de déminage, etc. Donc il y a un moment où ils ont perdu du monde, quand même, parce qu'ils ont perdu des hommes. Tout ça pour gagner un territoire qui vient d'être repris, parce que même la Robotyne, dont on vous a parlé quand même longuement à l'été dernier, a été abandonnée là récemment, sous pression russe, hein, c'est pas abandonné par plaisir. Donc moi je veux bien qu'on envoie les Ukrainiens contre-attaquer en permanence. Et rappelez-vous la critique qu'on faisait, et c'était tout le débat qu'il y a eu entre le chef d'état-major Zalouzny à l'époque et son président Zelensky, qui était de dire, mais il y a un moment, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que si on use tout ce qu'on nous donne sans avoir les moyens, et après, quand on va être contre-attaqué, on n'aura plus de quoi tenir, ce qui est exactement ce qui est en train de se passer. Je rappelle que quand même le chef d'état-major Zalouzny avait dit, lui, il avait envie de garder un certain nombre de son matériel face à la contre-offensive russe, parce qu'il savait que ça n'arriverait pas derrière. Donc, pardon. On ne dit pas aux gens l'offensive à outrance, 1917, enfin 1915, 1916, où on envoyait des vagues d'hommes parce qu'il fallait avoir du courage et il fallait pas. Évidemment. Ils sont dans cette situation-là. La France avait quasiment tout l'est de la France qui était occupé par l'Allemagne. Et les tranchées
faisait que, oui, il y avait un risque qu'en cas de négociation, en fait, on perdait, et c'est le même problème pour les Ukrainiens, on perdait 20% du territoire. Aujourd'hui, évidemment, si on fait des négociations aujourd'hui, les Ukrainiens auront perdu 20% de leur territoire. Donc c'est difficile pour eux d'accepter de ne pas faire de contre-offensive. Mais il y a un moment, il vaut peut-être mieux attendre, parce que aujourd'hui, se lancer avec ce qu'ils ont, dans l'état des forces qu'ils ont, face à l'offensive russe, n'aurait militairement, enfin à mon sens, pas de sens. Peut-être d'autant plus difficile. Ils peuvent tenir. Ça va déjà pas être simple, et on les aidera à le faire, justement. Je pense que le front nord, il faut éviter que ça s'ouvre là, et c'est ce qui explique en partie toutes les déclarations françaises, américaines et britanniques. Mais aller à l'offensive aujourd'hui, je vois pas comment c'est faisable. Et puis c'est peut-être d'autant plus difficile qu'il semble que les munitions tardent à arriver. C'est en tout cas ce que dit le Premier ministre de l'Ukraine. Nous attendons ces munitions pour les systèmes de défense aérienne et les missiles. Ça prend peut-être plus de temps que prévu ou pas ? Ça a toujours des délais, mais moi je me mets à la place de l'état-major ukrainien. Comment est-ce que vous voulez planifier des choses à long terme avec des éléments aussi aléatoires? Au moins les Russes, de leur côté, il y a une certaine constante. Ils savent à peu près ce qu'ils vont recevoir dans 6 mois, etc. Donc ils peuvent planifier, organiser les choses. Pour les Ukrainiens, c'est extrêmement compliqué. Effectivement, vous montez une offensive, vous dilapidez une partie de votre stock d'obus pour essayer de neutraliser les défenses et de percer. Et puis après, ça marche pas. Et en plus, on vous dit, finalement, on arrête en plus de vous donner des obus. C'est extrêmement frustrant de leur part. Les Ukrainiens, et pour l'instant, ils doivent résoudre 3 crises. Ils doivent résoudre une crise de la défense antiaérienne, ils doivent résoudre une crise des obus d'artillerie. Dans ce type de guerre, de position, c'est l'artillerie qui domine. Si vous n'avez pas d'artillerie, vous ne pouvez pas neutraliser les défenses de l'adversaire et vous ne pouvez jamais, vous pouvez attaquer si vous voulez, mais jamais vous ne réussirez à vous emparer du terrain. Et puis la troisième, c'est qu'il faut aussi des unités de combat. Il y a un problème là qui est purement ukrainien aussi, de mobilisation des hommes. La supériorité des Russes maintenant, c'est qu'ils ont suffisamment d'unités de combat maintenant pour à la fois exercer une forte pression sur le front et faire des rotations, aller à l'arrière, se reconstituer, progresser, apprendre, intégrer les nouveaux, etc., puis faire des rotations et repartir au front. Quand vous regardez il y a à peu près 80 brigades de manœuvres, de combat, infanterie blindée ukrainienne. Vous en avez 60-70 qui sont sur le front, qui sont scotchés au front, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez à peu près une dizaine qui est juste à l'arrière. Et donc ça, c'est pas possible. Il faut que les Ukrainiens reconstituent au moins 20-30 brigades de plus, avec notre aide, une aide de formation, une aide matérielle, etc. Mais ça suppose aussi quand même, de leur part, une mobilisation humaine. Et je ne vois pas comment, en réalité, ils pourraient se sortir de cette situation sans mobiliser beaucoup plus leurs ressources humaines.